Tokyo, ville mixte ou ville chaos? Le Japon est l'un des pays les plus peuplés au monde et qui compte les plus grandes mégalopoles. Tokyo est la capitale du Japon depuis 1868. L'agglomération compte 35 millions d'habitants et la mégalopole en compte 13 millions. La densité est de 5 950 habitants au kilomètre carré. La gestion urbaine semble toujours dans une dynamique de construction-déconstruction perpétuelle. Ce rituel est-il un témoignage d'une mégalopole résolument ingérable ou le signe d'une autre pratique de l'espace urbain? Aujourd'hui, au Japon, il n'y a plus de villes à proprement parler. L'explosion démographique et l'étalement urbain ont été tels que la majorité du territoire est urbanisée. Les villes et les villages ont fusionné en un grand réseau régional tentaculaire. En fait, les villes sont organisées sous forme de réseaux et de points de connectivité, plutôt que comme un tout unique et homogène. On appelle cela la ville 2.0. D'ailleurs, les autorités investissent prioritairement dans la construction des routes, des infrastructures et des réseaux de distribution. Ces actions sont menées en collaboration avec de grands groupes privés. Malheureusement, la corruption et les rétrocommissions sont encore des pratiques courantes. L'organisation de la vie locale est laissée, elle, à l'initiative des associations de quartier et aux riverains, ce qui explique une certaine dynamique du tissu socio-économique local. Vivre à Tokyo, c'est savoir multisorienter. En effet, on évolue dans un réseau 3D assez complexe qui s'articule entre ville horizontale, ville verticale, ville tentaculaire, ville normée, ville organique. Les Occidentaux, habitués aux villes normées, centrées et symétriques, ont du mal à appréhender cette organisation urbaine qu'ils qualifient de labyrinthique ou de chaotique. Cette mixité est pourtant loin d'être un modèle d'intégration choisi. Tokyo, ville riche, ville moderne. Jusque dans les années 2000, le Japon est la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis, et c'est un leader au sein de l'ASEAN, l'Union asiatique. Après 60 ans de politique de reconstruction et de monopole politique, Tokyo est présentée comme une ville riche, sûre, propre et moderne. En se promenant le long des grands boulevards, tout laisse à penser que la pauvreté est de l'histoire ancienne. Mais en s'aventurant quelques rues derrière, on redécouvre un Tokyo populaire, suspendu entre les années 50 et 60. La pauvreté a-t-elle donc vraiment disparu du paysage urbain? Face à la réussite affichée du Japon, un constat moins médiatisé. Le pays enregistre aussi le 4e taux de pauvreté le plus fort au sein des pays membres de l'OCDE. 14,9% de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Le bilan est donc mitigé. La pauvreté néolibérale existe, l'inégalité des ressources, le vieillissement de la population, le chômage, le travail temporaire, la précarité des jeunes et les familles monoparentales sont de nouvelles réalités économiques et sociales qui ébranlent l'organisation du travail et de la société tout entière. Le mal-logement et la mobilité permanente sont aujourd'hui les nouvelles formes de pauvreté urbaine. Mais les gouvernements japonais refusent de considérer la pauvreté contemporaine et rejettent en bloc les chiffres de l'OCDE et ignorent les requêtes des associations. Ils adoptent une attitude nihiliste et continuent de renforcer leurs intérêts en planifiant de nouveaux projets urbains coûteux. Des bidonvilles à Tokyo. Tokyo s'est développé selon un principe ville haute, Yamanote, pour les quartiers aisés, et ville basse, Shitamachi, pour les quartiers populaires. Officiellement, les bidonvilles ont disparu après les grands tremblements de terre et les incendies de 1923 et dans les bombardements américains en 1945. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, la ville basse a été détruite entre 70 et 100%, contre 6 à 20% pour la ville haute. Et pourtant, la politique de reconstruction va se concentrer sur les quartiers riches. La ville basse sera livrée à elle-même et les habitants reconstruiront dans les ruines avec les moyens du bord. Les parias et les yakuza seront des acteurs essentiels dans les réseaux d'entraide, et ce jusque dans les années 80. La tutelle américaine va en fait entretenir ce phénomène en interdisant les associations de quartier jusqu'en 1951, pensant qu'il s'agissait en fait d'un moyen détourné de reconstituer un réseau de soutien au système impérial. Ce facteur va permettre l'institution d'une élite bureaucratique, industrielle et politique. Toutes ces photos datent de 2007 et de 2008. Ces quartiers sont implantés dans des zones sombres, bruyantes, impures ou dangereuses. On les trouve le long des rivières, à côté des temples et des sanctuaires, près des stations de traitement de déchets, des installations industrielles, ou encore le long des intersections des voies ferroviaires ou des bases militaires. Ces villages ont été absorbés lors de l'explosion urbaine après la révolution industrielle. Certains ont été reconvertis en zones industrielles, commerciales ou résidentielles,
D'autres ont été reconstruits sur les ruines au lendemain de la guerre. La majorité a conservé une organisation villageoise et leur autonomie est relativement préservée. Heureusement, aujourd'hui, la distribution d'eau, d'égouts et d'électricité est assurée. Mais ces mesures minimales ont été prises très tardivement, et c'est uniquement dans le but de protéger la ville haute des incendies, des épidémies et des révoltes. Du village urbain au quartier pauvre. Shitamachi est la ville basse de Tokyo. Edo, l'ancienne ville, se trouve au nord-est, le long de la rivière Sumida. On trouve la majorité des quartiers pauvres dans cette zone. La ville basse abrite en effet les revenus les plus bas de Tokyo. La population y est vieillissante et beaucoup sont encore perçus comme des parias. Une immersion dans les quartiers populaires de Tokyo nous invite à dépasser nos tabous citadins et à reconsidérer l'existence d'une pauvreté urbaine contemporaine. La logique du village urbain est appréhendable avec des valeurs qualitatives plutôt que quantitatives. Le quartier se développe de manière aléatoire. L'espace est organisé selon un principe de connectivité entre les lieux et les gens. La topologie du territoire est intégrée à une grille organique. Le quartier est une combinaison de commerces de proximité, de passages semi-privés et de petites zones résidentielles. On évolue dans le quartier à pied. Les gens se repèrent facilement car ils connaissent très bien les lieux. La vie de quartier s'organise autour des activités quotidiennes. En effet, commerçants, paysans, piétons et résidents se retrouvent dans la rue principale pour trouver ce dont ils ont besoin et pour se rencontrer. La majorité participe d'ailleurs à la gestion du quartier. Réunions de quartier, patrouilles de sécurité, accompagnement des enfants à l'école, gestion des ordures ménagères, entretien des parcs et des voiries, fêtes populaires, trésorerie, etc. Pour eux, l'espace a du sens. Ce type de plan est propice à la vie locale et à la macroéconomie. Des maisons autoconstruites. De petits passages semi-privés donnent discrètement accès à un groupe de maisons. Les maisons sont autoconstruites, en tôle, en bois, en plastique, et dans tous les matériaux de récupération possibles ou bon marché. En effet, les moyens manquent pour gérer durablement le quartier. Alors on récupère, on répare, on recycle, on invente. Les gens s'adaptent et font preuve d'ingéniosité, de système D et d'un incroyable sens pratique. Les autoconstructions sont à l'image de ses habitants. Un collage vivant, multiforme et usagé. Aujourd'hui, les parcelles agricoles ont quasiment toutes disparu du centre de Tokyo. Il faut aller en périphérie. Mais la majorité continue de cultiver des fruits et des légumes en plantant des graines dans des barquettes en polystyrène ou dans des pots en plastique, ou encore en protégeant les arbres fruitiers du quartier. La grande différence entre la ville normée et la ville organique, c'est l'omniprésence de la nature. En effet, le quartier vit au rythme des saisons et accueille une biodiversité. Chats, oiseaux, poissons, grenouilles, cigales vivent aussi dans le quartier. Ils sont même les porte-bonheur des riverains qui s'en occupent en laissant une coupelle d'eau dans la rue par exemple. Cette union homme-nature-habitat est issue de la tradition shintoïste, zen et taoïste. Ces conceptions écologiques sont ici un mode de vie naturel. Deux expressions typiques traduisent ces valeurs. Mono no aware, qui signifie l'empathie des choses, et l'éthique wabi-sabi, qui prône le retour à une simplicité, une sobriété paisible, pouvant influencer positivement l'existence, où l'on peut reconnaître et ressentir la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes. Cette philosophie populaire est le cœur de la culture japonaise. Là où certains ne voient que pauvreté, chaos et pourriture, d'autres y voient simplicité, harmonie et l'œuvre du temps qui passe. La ville organique est donc un véritable village écologique, et c'est par manque de moyens que les habitants vivent dans la précarité. Si le quartier est aussi bien géré malgré tout, c'est que les habitants ont des capacités et de l'expérience, notamment dans le commerce, l'agriculture et le bâtiment. Face à la ségrégation et aux contraintes économiques et sociales auxquelles ils doivent faire face, les habitants sont plus des bricoleurs de solutions que des créateurs de problèmes. Les quartiers pauvres et les bidonvilles sont les derniers vestiges d'une forme urbaine communautaire, ville normée contre ville organique. L'urbanisme de Tokyo se trouve à une étape intéressante. La mixité des différents réseaux pourrait évoluer vers un modèle mixte et fédérateur, en transposant le modèle de la ville organique et en l'adaptant à l'échelle de la mégalopole, comme un fractal. Mais en réalité, les politiques de régulation de l'espace urbain ont d'autres objectifs.
Les plans de reconstruction soutiennent la compétitivité économique plutôt que le lien social. Ils sont décidés unilatéralement et de haut en bas. La privatisation s'appuie sur une pratique et des valeurs ségrégationnistes. Dans les faits, depuis les années 2000, la ville horizontale arrive à saturation et il faut réinvestir les centres de Tokyo. Plutôt que de réhabiliter les vieux quartiers, on les éradique à coups de bulldozer et ce dans la plus grande indifférence. La demande de grandes parcelles se fait croissante. Alors pour dégager de l'espace foncier, on rase des quartiers entiers, maison après maison, sur lesquels on installe des parkings payants provisoires en attendant de trouver un promoteur. Vu le prix du mètre carré à Tokyo, les seuls investisseurs alors capables de racheter ces lots sont les Zaibatsu. En définitive, les quartiers changent de fonction. On y construit des buildings, des malls, des quartiers de luxe et des centres d'affaires, et bientôt même des éco-quartiers high-tech. Dans beaucoup de cas, il ne reste plus que quelques groupes de maisons sur des centaines de mètres carrés, voire même des maisons isolées, coincées ou encerclées par les nouveaux buildings. La majorité des Tokyoïtes sont plutôt contents qu'on détruise ces vieux quartiers pourris pour en reconstruire de tout beau tout neuf, dans lesquels ils vont pouvoir venir faire du shopping, s'amuser et aller au restaurant. On invente de nouvelles histoires commerciales et les quartiers se thématisent. La ville doit-elle donc devenir un Monopoly ou un parc d'attractions? Ce qu'on comprend, c'est que la politique de verticalisation est un cache-misère. C'est une propagande qui permet d'évacuer la question de la pauvreté néolibérale pour promouvoir un Japon toujours plus riche. Sous le motif donc de la politique de sécurisation de Tokyo, ces quartiers sont en fait la cible des plans de réhabilitation urbaine. C'est tout un mode de vie qui est remis en cause. La ville organique est par essence un espace aléatoire, spontané et participatif. L'espace piéton et les systèmes autogérés favorisent l'autonomie locale. Or, la ville normée et la grille géométrique à l'occidentale ont pour objectif de rendre l'activité humaine performante, prévisible et rentable. Le réseau routier favorise le trafic à grande échelle, la privatisation et la logistique. Cette obsession du quantitatif fait de la ville postmoderne un outil économique plutôt qu'un lieu de vie. Le bilan, c'est que le lien social communautaire se transforme vers plus d'anonymat, d'individualisme et de matérialisme. La ville organique en héritage. La ville moderne, le confort consumériste et l'accumulation de richesses nous paraissent être des gages de sécurité, de stabilité et de bien-être pour les générations futures. Mais est-ce si évident? Peut-être devrions-nous nous interroger. Avec le recul, les formes urbaines que nous laissons à nos enfants sont associables, énergivores, ségrégationnistes et difficiles à adapter. La ville 2.0 est un héritage autocratique, machiniste et machiste. Que se serait-il passé si la révolution industrielle s'était opérée dans une société basée sur la vie en communauté, des valeurs animistes, ou qui croirait en la réincarnation? Imaginons simplement quelque chose de différent. Considérons le potentiel que les formes urbaines organiques proposent, et imaginons un avenir intégrateur plutôt que destructeur. Le village urbain est viable, humainement et économiquement. Il offre un compromis intéressant entre vie locale et une modernité à échelle humaine. Ce qu'on retient de ce témoignage d'urbanité, c'est la place privilégiée qu'occupe l'espace piéton, le commerce de proximité, la macroéconomie et l'autonomie alimentaire. L'espace urbain n'est pas simplement privé, il y a aussi des espaces mixtes et des espaces co-gérés. L'architecture n'est pas qu'un dessin standardisé ou planifié en cabinet. Les habitants participent à l'autoconstruction de leur lieu de vie. Le quartier est un lieu de responsabilité où les ressources humaines, matérielles et énergétiques sont optimisées. De jeunes Japonais alternatifs intègrent ces nouvelles orientations architecturales. Ils intègrent les notions esthétiques et pratiques des quartiers pauvres et renouent avec les valeurs originelles de la société japonaise. Ils repensent la ville comme un métabolisme vivant, modeste et participatif, plutôt que comme un challenge architectural coûteux et sans vie. Qui sait, l'habitat de demain sera peut-être biodégradable, multiforme et autosuffisant. De nouvelles valeurs, des initiatives, des modes de vie alternatifs et de nouvelles techniques de construction émergent un peu partout sur la planète. Un mouvement de fond semble donc s'opérer. Alors à nous de choisir. Voulons-nous être de simples usagers consommateurs d'espaces urbains ou des citadins acteurs de nos citoyennetés?